monuments aux morts sont des éléments centraux des paysages communaux. Ils sont souvent au centre des villages, sur le parvis de l'église, au cœur de la place principale, au sein du cimetière. Ils sont comme des sentinelles de pierre. À Coutances, il est là, au rond-point de la Galésière, entre la gare et le lycée Lebrun, à quelques pas de la cathédrale. Près de 223 noms sont gravés dans la pierre, une vraie hécatombe. Derrière le nom de ces hommes, beaucoup de soldats sont morts sur le front de l'Ouest. Verdun, la Somme, le chemin des Dames. Ces noms sont entrés dans la mémoire collective. Ce que l'on sait moins, près de 110 ans après la Grande Guerre, derrière ces noms, des hommes sont morts bien loin de la France, sur des théâtres d'opérations plus lointains, sur ce qui s'appelait le Front d'Orient. À Coutances, au lycée professionnel Thomas Pesquet, un groupe d'élèves de première bac pro assistants architectes et économie du bâtiment étudie les grands conflits du XXe siècle, la Première Guerre mondiale et plus particulièrement le Front d'Orient. Avec leurs professeurs, ils explorent les archives des documents historiques et pédagogiques pour comprendre ce front oublié et méconnu. Documents d'archives, archives familiales, cartes postales d'époque, recherches dans des sites spécialisés vont permettre aux élèves de s'initier aux démarches spécifiques de l'histoire pour comprendre ce passé. Comprendre aussi le parcours des soldats du Front d'Orient. Ils réalisent une véritable enquête historique. Pour cela, ils sont partis du monument aux morts de leurs communes respectives. À plus de 2500 km, dans le sud des Balkans, en Macédoine du Nord, dans la ville de Bitola, au lycée Josip Broz Tito, un autre groupe de lycéens et professeurs travaille également sur cette même période de notre histoire européenne. Ce sont les correspondants des élèves de Coutances. Ils apprennent aussi le français en deuxième langue étrangère. Depuis près de 6 mois, ils correspondent et travaillent ensemble via les réseaux sociaux. Le Front d'Orient est un front qui est situé dans la partie nord de la Grèce actuelle. Il s'étire des côtes albanaises à la mer Égée sur près de 400 km. Le Front d'Orient, également appelé le Front de Macédoine, a été ouvert plusieurs mois après le déclenchement des hostilités. Il formera le troisième front en Europe. Dès la fin 1914, les Britanniques, sous l'impulsion de Winston Churchill, imaginent de porter un coup décisif à Constantinople, de déstabiliser l'Empire ottoman, allié de l'Allemagne, non de la Turquie actuelle, affaiblir l'Autriche et de porter secours et aide logistique à la Russie. Les dirigeants de l'Entente décident en janvier 1915 d'attaquer les détroits des Dardanelles pour le rouvrir et permettre les liaisons maritimes qui unissent la mer Égée et la mer de Marmara et donnent ainsi accès à la mer Noire. La France accepte de participer à cette opération navale. Un corps expéditionnaire passe à l'offensive. Le 18 avril, après une longue période de bombardement naval et de dragage des mines, les navires s'engagent dans le détroit. C'est un désastre et un échec total. Les pertes sont lourdes, les navires ne passent pas. Sur 11 cuirassés alliés engagés, 3 sont coulés, dont le Bouvet, et 4 gravement endommagés, dont le Suffren et le Gaulois, par les armées ottomanes. Les états-majors décident donc une deuxième phase. Le 25 avril 1915, un débarquement sur la presqu'île de Gallipoli est lancé pour s'assurer la prise du contrôle du détroit, puis l'effondrement de cette puissance alliée de l'Allemagne. Le Front d'Orient apparaît sur cette mince péninsule. Du 25 avril 1915 à janvier 1916, les armées françaises, anglaises, australiennes, néo-zélandaises se battent sur cette terre ottomane, mais sans succès. Les armées stagnent et essuient de terribles pertes. Le général ottoman Mustafa Kemal, futur président de la Turquie, s'illustre dans les combats. Les opérations dans la péninsule sont bloquées lorsque les Bulgares entrent dans la guerre et menacent la Serbie.
Il faut se rendre à l'évidence, les armées de l'entente doivent abandonner cette opération. Les soldats réembarquent et se replient en terrain plus sûr, la Grèce pays neutre. L'objectif est désormais d'aller porter assistance aux armées serbes en déroute au nord de la Grèce, près de la frontière gréco-macédonienne actuelle. À partir de 1915, une partie de la coalition franco-britannique se replie de cette fragile tête de pont. C'est le débarquement de Salonique, la ville actuelle grecque de Thessalonique, pour y former l'armée d'Orient. À l'automne 1915, plusieurs contingents, issus notamment des colonies, sont envoyés en Grèce, où l'installation d'une base se relève assez difficile car les infrastructures civiles et militaires sont peu nombreuses et mal adaptées au débarquement de 400 000 militaires, dont 150 000 soldats de l'armée française. Le 9 janvier 1916, à 4 heures du matin, les derniers soldats de cette expédition quittent Gallipoli. En quelques mois, le Front d'Orient se déplace donc en Grèce vers sa frontière nord avec la Serbie. Le front s'installe durablement dans cette partie des Balkans. Comment se rendre sur le front d'Orient? Depuis l'embrasement de la guerre en Europe, pour se rendre au front dans les Balkans, il faut traverser la Méditerranée et se rendre sur la côte grecque ou albanaise. Marseille, Toulon sont les principaux ports de départ français de l'Hexagone. Cargo, paquebots des lignes transatlantiques ou méditerranéennes effectuent des navettes quotidiennes pour acheminer hommes, vivres, équipements, armement vers ce front périphérique. Les ports grecs et albanais sont la destination finale. Se rendre à Salonique est long et dangereux. Le risque de torpillage par un sous-marin allemand est omniprésent. La navigation se fait de préférence de nuit pour ne pas être détecté par un sous-marin allemand. À bord du navire Hôpital André Lebon, le soldat Morel en mer écrit : Mon cher Debourg, embarqué à Salonique le 17 et nous sommes le 24. Tu vois d'ici si c'est la barbe. Nous sommes arrêtés car nous ne marchons que la nuit. Enfin, après 10 jours de traversée, nous arriverons à Toulon. Une fois la traversée effectuée, c'est l'effervescence dans le port de Salonique. Soldats, chevaux, matériel, toute une logistique humaine et technique se met en marche du port jusqu'aux premières lignes. C'est l'effervescence dans le port de Salonique de 1915 à 1918. Les Balkans sont une chaîne montagneuse. Les sommets dépassent souvent les 2500 mètres. C'est un deuxième trajet éprouvant. Longue marche, convoi interminable en véhicules motorisés. C'est une marche difficile. Les Balkans sont une succession de montagnes, de cols et de vallées. À pied, de Salonique à Bitola, il faut 10 jours de marche pour effectuer les 160 km qui les séparent. L'hiver, sous la neige. Au printemps, les crues nombreuses. L'été, souvent une chaleur étouffante. Un poilu d'Orient anonyme de la 7e compagnie du 54e régiment d'infanterie coloniale, au dos d'une carte postale du 1er mai 1918, il emprunte la route des Français pour aller combattre. Le soldat Louis confie : Chères mères et sœurs, 2 mots pour vous donner de mes nouvelles. Nous remontons en ligne dans notre ancien secteur. La marche est rudement dure. Il faut que nous montions 2 montagnes d'environ 2000 mètres d'altitude et les redescendre. Pour en remonter une 3e, il faut 3 jours, une journée par montagne. Louis, votre fils et frère, qui vous embrasse de tout son cœur. Monastir, aujourd'hui Bitola, est au cœur du conflit depuis l'entrée en guerre de la Serbie. Mais à l'automne 1915, les puissances centrales auxquelles vient de se joindre la Bulgarie lancent une offensive combinée qui provoque l'effondrement du front serbe et la débâcle de son armée. Le 22 novembre 1915, la ville de Monastir est donc aux mains des forces bulgares. Entrée des armées à Bitola. Il faut attendre le 19 novembre 1916 et l'offensive française, serbe, italienne et russe pour que la ville soit reprise à l'ennemi. Le front se stabilise au nord de la ville de façon durable jusqu'à mi-septembre 1918.
Pendant 3 ans, la ville de Bitola a donc subi de nombreuses destructions et bombardements comme toute ville qui subit la guerre. Maisons, quartiers, rues entières ne sont plus que ruines. Édifices détruits. Le bâtiment du futur lycée Tito est bombardé, incendié. La population macédonienne paye un lourd tribut. Femmes, enfants, vieillards qui n'avaient pu fuir de Bitola survivent et souffrent dans des conditions terribles. À cette époque, il n'y a pas de registre pour les victimes civiles. Le nombre exact de victimes civiles n'est pas connu. Les historiens estiment que 40% de la population de Bitola a fui ou a disparu suite à la guerre. Cette guerre est une rencontre des soldats et des Macédoniens. Enfants, adultes macédoniens côtoient au quotidien les soldats des différentes armées. Les tâches de la vie quotidienne se poursuivent. Il faut continuer à vivre ou à survivre malgré les horreurs de la guerre. Les images d'archives montrent un peu d'humanité et de partage entre les hommes. Il faut cohabiter en temps de guerre et partager les drames quotidiens. Les enfants posent pour le cliché, on sourit aux photographes, d'autres participent à l'entretien des routes. Derrière ces images se cache la souffrance de la faim et de la soif. De novembre 1916 à 1918, les soldats des différentes armées vont s'affronter derrière des lignes de tranchées. Au quotidien, ils luttent aussi contre le froid des montagnes et la chaleur de l'été. Chaque armée derrière sa ligne de crête se prépare à l'attaque et cherche à vaincre l'autre camp. Les armées alliées d'Orient affrontent les troupes turques, austro-hongroises, allemandes et bulgares. Au plus fort de la bataille, 600 000 hommes s'opposent. Les hommes posent une nouvelle fois pour le photographe avant de monter en première ligne. Toute une logistique est mise en place pour anéantir les lignes ennemies. Comme sur le front de l'Ouest, les images de l'horreur sont censurées. Les images officielles rassurent et montrent l'engagement et la détermination des soldats engagés dans la bataille. L'infirmier Charles Cave de Broguéry note dans son journal intime les conséquences de l'attaque infructueuse de mai 1917 dans le secteur de Makovo près de Bitola. 9h30, nous apprenons coup sur coup la mort du commandant Richard, tête enlevée par un obus. Le capitaine Rouxel, corps méconnaissable, embouilli par un obus aussi. À 10h, une deuxième attaque est déclenchée. Ils en vont encore, avec la même furia, à la mort. 11h30, tout est calme, si ce n'est les plaintes poussées par les blessés. Là, les plaintes se mêlent aux doux mots de maman, au nom de l'épouse, et aussi des petits. Puis l'oral, puis plus rien. Plus loin, la nuit dernière, on a apporté le lieutenant Mazoyer, blessé grièvement. Les matières fécales s'échappèrent de la blessure. Il est marié, il va mourir. Il délire, le major auxiliaire Thomas lui fait son pansement. La vie s'échappe par le trou béant, il pleure, un peu, et se rend compte de son état. Il parle par des mots hachés, puis il s'agite un peu, puis moins, puis il râle, un souffle. Parti 700, ils sont 548 morts, blessés ou disparus. 152 se sauvent de cette tuerie, sans rien. Comment ont-ils fait? Seul le destin le sait. 300 000 soldats français, dont plus de 50 000 ne sont jamais revenus. Le cimetière militaire français de Bitola de 14-18 est un cimetière militaire de la Première Guerre mondiale. Il est situé à la sortie de la ville. Il fut inauguré le 15 septembre 1923. Lieu de mémoire emblématique du Front d'Orient, il s'agit du deuxième plus grand cimetière militaire français, après celui de Thessalonique. Son entretien est financé par le ministère des Armées françaises. Il rassemble les sépultures de plus de 13 262 soldats de l'armée française tués sur le front d'Orient. Il abrite les sépultures identifiées de 6 134 militaires français et coloniaux, 128 sépultures non identifiées. Certaines croix sont surmontées d'un croissant rouge. Elles indiquent que ces soldats étaient de confession musulmane. Ils venaient de l'Empire français, d'Afrique et d'Asie. Dans ce cimetière, il y a également un ossuaire.
Il contient les restes d'environ 7000 soldats non identifiés. En ce 1er avril 2025, les élèves du lycée professionnel Thomas Pesquet et ceux du lycée Iosif Broz Tito de Bitola sont là. Ils commémorent les soldats français morts sur le front d'Orient.